Le 14 octobre 2022, 2h17 du matin, la ville de Maurice, Manitoba, une minuscule communauté au cœur de la province canadienne, où tout le monde se connaît par son nom, où la vie s'écoule paisiblement et de manière mesurée. Ici, les événements qui perturbent l'ordre habituel sont rares. Le soir, les rues se vident, les lampadaires s'allument en rangées régulières, et toute la ville semble sombrer dans un sommeil profond et épais. Mais cette nuit-là, quelque chose a perturbé ce rythme familier. Sur la façade de la maison numéro 112 de la rue des Ormes, une caméra de surveillance s'est déclenchée. Un petit objectif, dirigé vers le passage entre les maisons, a capté un mouvement. Dans le cadre apparaît une silhouette, une femme. Sa silhouette se devine dans la faible lumière d'un lampadaire, mince, de taille moyenne, dans un long manteau à capuche. Au début, elle se déplace avec hésitation, comme si elle écoutait les sons autour d'elle. Mais ensuite, son pas devient plus déterminé. Dans ses mains, un grand conteneur en plastique. Il s'affaisse visiblement sous le poids et la femme fait de temps en temps de courtes pauses pour reprendre son souffle. L'enregistrement est sans son, mais on peut sentir à travers les images à quel point ce mouvement lui est difficile. Elle s'approche d'une voiture, une vieille berline avec un pare-choc usé, garée au bord de la cour. La lumière s'allume à l'intérieur. Cela signifie que la portière est ouverte. La femme se penche, soulève le conteneur par le bas et, en faisant un effort, le pousse dans le coffre. Le mouvement est précis, comme répété à l'avance. Le couvercle du coffre se referme, reflétant un instant la lumière du lampadaire. Elle se retourne. Le visage est presque indistinct, mais on voit qu'elle regarde vers la maison. Une seconde, et le regard disparaît dans l'obscurité. Il semble qu'elle vérifie si quelqu'un observe. La caméra continue de filmer. Aucune fenêtre à proximité n'est éclairée, ni voiture, ni passant. Seul un léger vent fait bouger le feuillage sur la pelouse. Tout semble trop calme, même étrangement paisible. Quelques secondes plus tard, les feux stop s'allument. La voiture fait lentement demi-tour, quitte la cour, et la caméra la suit jusqu'au tournant. Ensuite, il ne reste qu'un chemin de lumière des phares et la lueur du lampadaire reflétée dans les flaques. C'est tout. L'image s'arrête. 54 secondes d'enregistrement. Ni son, ni mouvement brusque. Plus tard, les enquêteurs visionneront cette vidéo des dizaines de fois. Chaque fois, image par image, essayant de saisir quelque chose d'insaisissable. Un geste, un regard, un détail de vêtements qui pourrait confirmer l'identité de la femme. Mais l'objectif est vieux, de mauvaise qualité, et il n'y a pas de contour net. Sur le film, juste une silhouette, juste un mouvement. Aucun signe particulier, seulement la date et l'heure en bas de l'écran. 14.10.22, 2h17. 24 minutes plus tard, la même voiture apparaîtra sur un autre enregistrement. Une caméra routière à la sortie de la ville la captera dans le flux de rares fourgonnettes nocturnes. La qualité est mauvaise. L'image tremble à cause de la pluie, mais la forme des feux arrière correspond. Après cela, aucune trace. Pas une seule apparition sur les caméras de la ville. Pas de signal de téléphone portable. Comme si la voiture s'était dissoute dans l'obscurité. Le lendemain matin, une déclaration arrivera au commissariat de police de Maurice. Un homme d'âge moyen, inquiet mais retenu, signalera qu'un membre de sa famille n'est pas rentré chez lui. Il dira que ce n'est pas son habitude, qu'il revenait toujours à l'heure et demandera de vérifier tout ce qui est possible. L'agent de service enregistrera la déclaration dans le journal et enverra une équipe à l'adresse, rue des Ormes, maison 112. Quand les policiers arriveront, la cour aura l'air impeccable, proprement balayée, la voiture à sa place, les stores baissés. Dans la maison, c'est calme, à l'intérieur, un ordre presque stérile. Aucune trace de lutte, aucun désordre. Seul un détail étrange, les caméras de surveillance installées sur le périmètre se révéleront nettoyées des enregistrements des dernières 24 heures. Sur tous les supports, un vide, sauf une copie, accidentellement sauvegardée dans le cloud d'un voisin de l'autre côté de la rue. C'est celle-ci qui montrera la femme avec le conteneur. Cet enregistrement deviendra le point de départ. C'est à partir de là que commencera l'enquête qui durera des mois. Au début, tout ressemblait à une disparition ordinaire, une affaire de routine pour une petite ville de province. Mais plus les enquêteurs en apprenaient, plus il devenait évident. Ce n'est pas une disparition accidentelle, mais un acte soigneusement préparé. Pour les habitants de Maurice, ce sera un choc. Les gens commenceront à discuter de ce qui s'est passé dans les magasins, aux stations-service, à l'entrée de l'église. Tout le monde dira la même chose, mais ils étaient une famille parfaite. Et les enquêteurs, en revisionnant les images de l'enregistrement nocturne, reviendront à un moment.
la femme se penchant sur le coffre. Parce que c'est précisément cette image, 2h17 du matin, qui est devenue le premier fil, qui tirera ensuite toute la chaîne d'événements. Le point à partir duquel commencera l'histoire qui a changé toute la perception de la vie paisible dans une petite ville canadienne. La rue des Ormes à Maurice, un paysage de banlieue typique où chaque maison ressemble à la voisine. Façades en bois, clôtures alignées, boîtes aux lettres identiques. Ici, la vie s'écoule selon un rythme établi. Le matin, les gens promènent leurs chiens, le jour, on entend les tondeuses à gazon. Et le soir, la lumière des téléviseurs scintille doucement aux fenêtres. C'est un endroit où tout est prévisible, où le silence est perçu comme la norme et non comme un signal d'alarme. C'est précisément ici que se trouvait la maison numéro 112, soignée, avec un bardage gris et des volets blancs. La maison de la famille Aldridge, une famille que tout le monde connaissait. David Aldridge, 42 ans, travaillait dans une entreprise de télécommunications locale. Un poste technique ordinaire, sans ambition mais stable. Il n'était pas le genre de personne qui attire l'attention. Renfermé, peu bavard, mais bienveillant. Chaque matin, on le voyait au volant d'un pick-up gris, exactement à 7h30. Il sortait de la cour et revenait vers 6h du soir. Les week-ends, il réparait quelque chose dans le garage, parfois s'occupait de la voiture, parfois restait simplement près du portail, observant son fils jouer sur la pelouse. Caroline, sa femme, 38 ans, tout le contraire. Toujours soignée, accueillante, active. Elle apparaissait souvent en ville, à la bibliothèque, aux événements scolaires, aux réunions de l'église. Elle organisait des actions caritatives, des collectes de vêtements pour les nécessiteux, participait aux foires. On la décrivait comme une femme qui a tout sous contrôle, toujours polie, toujours avec un sourire. Pour la plupart des habitants de Maurice, Caroline était un symbole de fiabilité, quelqu'un vers qui on pouvait se tourner pour obtenir de l'aide. Elle ne se comportait pas simplement de manière amicale. Elle construisait une réputation autour d'elle, et elle la construisait avec assurance. La famille était arrivée à Maurice en 2015. Beaucoup s'en souvenaient. À l'époque, après la tragédie, lorsque la première femme de David était décédée, il avait vendu la maison à Winnipeg et avait déménagé ici avec son fils. On disait qu'il voulait repartir de zéro. Ici, en périphérie, la vie semblait vraiment plus paisible. 1 an plus tard, il avait rencontré Caroline, une enseignante d'un district voisin, et assez rapidement, ils s'étaient remariés. Après le mariage, la maison s'était transformée. De nouveaux rideaux étaient apparus aux fenêtres, dans la cour, des fleurs. La pelouse était devenue parfaitement tondue, et sur le perron pendait une plaque avec l'inscription « Welcome ». Les voisins plaisantaient. S'il y a une maison parfaite à Maurice, c'est bien la leur. Le fils de David, Ethan, était un garçon renfermé, mais Caroline l'accompagnait toujours. Elle l'emmenait à l'école, aux activités, l'aidait avec ses devoirs. Parfois, les voisins les voyaient y faire du vélo ensemble dans la rue ou planter des plantes près de la maison. Personne n'avait jamais entendu de conversation bruyante ou de dispute. Pas une seule raison de s'inquiéter. Et si l'on en croit les rapports de police, la famille Aldridge n'apparaissait effectivement dans aucune base de données. Ni appel, ni recours, ni signaux. Un silence total. Quand les enquêteurs ont commencé à interroger les voisins, leurs réponses coïncidaient presque mot pour mot. Ce sont de bonnes gens, tranquilles, polis. Caroline saluait toujours. Elle pouvait s'arrêter, demander comment ça va. Se souvenait une voisine de la parcelle d'en face. Elle aidait l'école. Elle apportait toujours quelque chose aux foires caritatives. Tout le monde la respectait, disait le directeur de l'école locale. Je ne pense pas qu'il soit capable de quelque chose de mal. C'est Caroline après tout, ajoutait un autre voisin. C'est précisément cela qui créait une tension interne chez les enquêteurs. Tout est trop lisse, trop correct. L'enregistrement de la caméra, sur lequel on voit une femme évacuer un conteneur lourd la nuit, ne cadrait en rien avec cette image. Une bénévole souriante, une mère et une épouse parfaite, et une silhouette à capuche se déplaçant dans l'obscurité avec des mouvements tendus et lourds. Les agents opérationnels ont tout vérifié. Les rapports financiers de la famille, les dossiers médicaux, la correspondance, même la participation au projet communautaire. Le résultat était le même, rien de suspect. Il semblait qu'ils avaient devant eux un exemple de ce à quoi devrait ressembler une famille heureuse. Mais plus ils étudiaient les détails, plus le sentiment grandissait que c'était une façade. Trop lisse, trop impeccable. Comme si quelqu'un avait passé des années à créer une image pour cacher quelque chose d'autre derrière. À Maurice, on respectait ce genre de personnes.
et c'est précisément pour cela que la nouvelle selon laquelle la maison numéro 112 était maintenant devenue l'objet d'une enquête avait provoqué un choc chez tout le monde. Les gens ne croyaient pas que c'était possible, mais l'enquête ne faisait que commencer. Et avec chaque nouvel interrogatoire, avec chaque nouvel indice dans cette histoire, de fines fissures apparaissaient, à peine visibles, mais de plus en plus dangereuses. La façade qui avait semblé inébranlable pendant de longues années commençait progressivement à s'effondrer. Et très bientôt, derrière elle apparaîtrait ce que la famille Aldridge cachait à tout le monde. Le 13 octobre 2022, 21h, une soirée ordinaire à Morris. Le froid d'automne s'était déjà installé sur les rues, et un léger brouillard s'étendait au-dessus des toits des maisons. La plupart des habitants se préparaient à dormir, et seules de rares lumières brillaient aux fenêtres. À ce moment, un appel est arrivé au centre d'appel d'urgence. Une voix d'homme sonnait inquiète, mais retenue. C'était David Aldridge. Il a signalé qu'il ne pouvait pas trouver son fils. Selon ses dires, le garçon était sorti dans la journée pour jouer chez des amis et n'était pas rentré à la maison. L'opérateur a demandé des détails. À quelle heure il était parti? Où exactement il aurait pu être? Avec qui il communiquait? David répondait brièvement, par moments de manière confuse. Il a d'abord dit qu'il n'avait remarqué l'absence que le soir, quand il avait commencé à faire sombre. Puis, il a ajouté qu'il avait attendu que son fils revienne de lui-même. Sa voix était tendue, mais sans panique. Le ton d'une personne qui essaie de se convaincre que tout est sous contrôle. Lorsque l'agent de service a demandé si le garçon avait un téléphone ou un moyen de le joindre, la réponse est venue immédiatement. Non, il est généralement à proximité, il n'en a pas besoin. Cette phrase a tout changé, sans téléphone. Cela signifie qu'il est impossible de le localiser. Sans contact, cela signifie qu'on ne sait pas où il se trouve maintenant. À partir de ce moment, le cas est passé de la catégorie des affaires domestiques à celle des affaires potentiellement dangereuses. 20 minutes plus tard, la première voiture de patrouille est arrivée à la maison des Aldridge. Les employés sont entrés à l'intérieur. Une maison calme et soignée, tout à sa place. Caroline, la femme de David, se trouvait dans la cuisine. Elle avait l'air composée, mais dans ses yeux on lisait de la tension. À la question du dernier moment où elle avait vu Ethan, elle a aussi répondu qu'il était environ 16 heures. Il avait l'intention d'aller chez le garçon du voisin et avait promis de revenir pour le dîner. Quand il n'était pas revenu, elle avait pensé qu'il s'était peut-être attardé. Les voisins ont confirmé. Ethan était effectivement sorti de la maison dans la journée. Plusieurs personnes l'avaient vu au coin de la rue, mais ensuite, la piste se perdait. Les caméras dans le quartier ne fonctionnaient pas partout. Une partie des systèmes privés était désactivée. La police a immédiatement demandé les enregistrements, mais à ce moment-là, ils n'avaient rien trouvé de suspect. Tout ressemblait à une promenade du soir ordinaire qui, pour une raison quelconque, s'était terminée par une disparition. Les enquêteurs ont commencé à remplir la déclaration dans la rubrique « Description de l'apparence », des données standards, taille, vêtements, signes particuliers. Aucun élément ne se démarquait, rien qui aurait pu immédiatement orienter la recherche dans une direction spécifique. Ils ont vérifié la maison. Aucun signe de départ volontaire. Les affaires à leur place, les vêtements soigneusement pliés. Sur la table, un sac d'école. Tout semblait indiquer qu'une personne avait simplement disparu de son espace habituel. David se comportait de manière retenue. Il répondait aux questions calmement, disait que peut-être tout cela était un malentendu et qu'Ethan reviendrait de lui-même. Les policiers ont noté qu'il ne manifestait pas de panique, mais semblait fatigué, comme intérieurement consumé. Caroline, au contraire, essayait d'agir. Elle a proposé d'appeler les camarades de classe, de vérifier auprès des parents des connaissances, et même sortie dans la cour à vérifier le portail et le jardin. En apparence, une mère attentionnée, agissant par instinct. Lorsque la déclaration a été remplie, l'officier de service a annoncé « La disparition est enregistrée. Nous commençons les recherches. » L'affaire s'est vue attribuer le numéro 77, B451. À partir de ce moment, elle est devenue une enquête officielle. Cette même nuit, les policiers ont vérifié les rues les plus proches. Plusieurs voitures ont parcouru le quartier, ont examiné les terrains vagues, l'aire de jeu pour enfants, le territoire près de la rivière. Pas un seul indice. Les chiens policiers sont arrivés le matin, mais n'ont pas pris de piste. Probablement, la piste avait déjà été perdue à cause des conditions météorologiques. À ce moment-là, la ville savait déjà pour la disparition. Sur les réseaux sociaux, les premiers messages demandant de l'aide étaient apparus. Les gens écrivaient qu'ils avaient vu des voitures de patrouille dans la rue des Ormes, que la police était venue à la maison des Aldridge. À Morris, les nouvelles se propagent rapidement, et quelques heures plus tard, tout le monde connaissait le nom d'Ethan.
Le lendemain matin, des bénévoles ont été mobilisés pour l'affaire. Un quartier général a été créé, des zones de recherche ont été définies. La carte du quartier a été divisée en carrés, chacun d'entre eux étant vérifié à tour de rôle. À ce moment-là, l'enquête considérait toujours la version d'une disparition ordinaire. Personne ne supposait même qu'en même temps, quelques heures plus tard, la caméra de la maison voisine capterait un mouvement. Une femme évacuant la nuit un grand conteneur en plastique. L'affaire 77 B451 a officiellement commencé comme une enquête standard sur la disparition d'une personne. Mais 24 heures plus tard, ces documents feraient partie d'une histoire complètement différente. Une histoire dans laquelle la disparition ne serait que la première étape d'une chaîne d'événements ayant conduit à la révélation d'un secret caché derrière les portes de la maison numéro 112. Lorsque l'enquête venait de commencer, tout se déroulait selon la procédure standard. Les enquêteurs travaillaient méthodiquement, sans présomption, enregistrant simplement chaque étape. La maison des Holdridge est devenue le point de départ. Dès les premières heures, les policiers ont établi un plan. Inspection des locaux, interrogatoire des parents, collecte de données des caméras de surveillance, demandes à l'école et aux voisins. Tout cela ressemblait à un processus habituel et routinier. Personne ne se représentait encore que l'une de ces actions bouleverserait bientôt toute l'enquête. En premier lieu, le groupe d'enquête a procédé à l'inspection de la maison. Dans la cuisine, de l'ordre, de la vaisselle propre, sur la table des journaux soigneusement pliés. Dans le salon, des coussins alignés, dans le coin se trouvait une télévision, éteinte depuis le soir. La chambre d'Ethan, comme figée. Sur le bureau restaient des cahiers ouverts, sur le rebord de la fenêtre, une figurine de construction, inachevée, comme si quelqu'un allait la terminer et s'était distrait. Tout semblait indiquer que le propriétaire de la chambre était simplement sorti pour une minute, et pourtant, l'intuition suggérait que ce n'était pas simplement un cas de disparition. Selon le protocole, la chambre a été scellée. Un ruban jaune, une plaque « Ne pas entrer », un rapport de saisie d'objets. C'était le moment où, d'une recherche, l'affaire s'est transformée pour la première fois en enquête. Sur le papier, cela semblait formel, mais pour tous ceux qui se tenaient à ce moment dans le couloir de la maison numéro 112, il était évident. Maintenant, il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus sérieux. L'interrogatoire des parents s'est déroulé le même jour. David et Caroline étaient assis côte à côte. Ils parlaient calmement, par phrases courtes, évitant les détails superflus. Elle, au contraire, était bavarde, essayait d'aider l'enquête, se souvenait de tout ce qu'elle pouvait. Selon ses dires, le soir ils étaient restés à la maison, avaient regardé la télévision, puis s'étaient recouchés. Aucun d'eux n'avait entendu de bruit, n'avait remarqué rien d'inhabituel. « Nous avons simplement attendu, nous pensions qu'il reviendrait bientôt », avait dit Caroline. À première vue, tout semblait logique. Mais le détective Stevens, qui dirigeait le groupe, avait dès le début le sentiment que quelque chose ne collait pas dans cette histoire. Des réponses trop calibrées, un ton trop calme. Dans sa pratique, il y avait déjà eu des cas où des familles apparemment parfaites cachaient des détails étranges. Et il comprenait. Si derrière le calme extérieur, il y a vraiment un mensonge, alors il faut le chercher dans les détails, dans ceux qui ne sont pas contrôlés par les mots. Le même jour, il a lancé une demande de collecte de tous les enregistrements des caméras de surveillance dans un rayon d'1 kilomètre. À Maurice, beaucoup installèrent des caméras, près des garages, sur les façades des maisons, même près des boîtes aux lettres. Le plus souvent, elles étaient utilisées simplement pour surveiller la parcelle. Les enquêteurs ont commencé le visionnage par les maisons les plus proches. Les premières heures, rien. Des gens, des voitures, des promenades du soir, de la lumière aux fenêtres. Une vie ordinaire. Lorsqu'ils sont arrivés à l'enregistrement de la maison numéro 110, la caméra installée au coin du garage, le temps sur le code temporel indiquait 2h17 du matin. Sur l'écran, la silhouette familière de la rue des Ormes. Et dans le cadre, la maison des Holdridge. Stevens a accéléré l'enregistrement, puis a remis sur pause. De l'obscurité apparaît la lumière des phares. Une voiture sort lentement de la cour. Quelques secondes ne se passe rien, puis les phares se tournent vers la rue. La qualité de l'enregistrement était mauvaise, caméra d'ancien modèle, mais la forme de la carrosserie et la silhouette de la femme s'installant au volant se distinguaient clairement. Stevens a rembobiné en arrière et a agrandi l'image. La plaque d'immatriculation était illisible, mais le modèle de la voiture correspondait à celle de Caroline Holdridge, une Subaru Outback blanche. Le détail suivant ne laissait aucun doute, un grand conteneur en plastique que la femme charge prudemment dans le coffre. Elle ne se presse pas, ne s'énerve pas.
des mouvements assurés, précis. Après cela, le coffre se ferme et la voiture s'éloigne lentement. Pour l'enquêteur, c'était ce moment précis où la version d'une simple disparition cessait d'exister. Ce qu'il voyait ne cadrait pas avec le récit de la famille. Aucun, nous avons attendu toute la nuit à la maison. Tout semblait différent. Et c'est précisément cette vidéo qui a enregistré pour la première fois l'incohérence à partir de laquelle commencera toute la chaîne suivante. Lorsque Stevens a imprimé les arrêts sur image et les a joints au dossier 77 B451, il comprenait. Officiellement, ce n'était encore qu'une action inexpliquée. Mais dans sa pratique, il n'y avait pas eu un seul cas où une personne ayant déclaré une disparition sortait de chez elle au milieu de la nuit sans prévenir la police. Le lendemain, il a convoqué David et Caroline pour un nouvel interrogatoire, officiellement pour préciser l'heure de leur sommeil et leurs actions du soir. Mais en réalité, c'était déjà le premier pas vers la révélation du mensonge. La vidéo de la caméra du garage était devenue ce premier indice qui a déchiré la façade de la famille parfaite. À partir de ce moment, l'enquête ne considérait plus la maison numéro 112 comme un lieu d'attente. Elle était devenue le point de départ d'un mystère qui ne faisait que commencer à se déployer. Lorsque Caroline a été convoquée pour un nouvel interrogatoire, elle est venue dans le même imperméable gris dans lequel on l'avait vue le jour du dépôt de la déclaration. Une démarche assurée, une coiffure soignée, aucun signe d'inquiétude. Elle avait l'air composée, comme si elle était simplement venue préciser quelques détails. Mais les enquêteurs savaient déjà. Derrière cette régularité extérieure, il y a un mensonge. L'interrogatoire était mené par le détective Stevens. La pièce, petite, sans fenêtre, une table standard, un dictaphone, un protocole. Au début, tout se déroulait calmement. On précisait l'heure, les actions du soir, les détails de la conversation avec le mari. Tout répétait ses premières déclarations, jusqu'à ce que Stevens pose une question directe. « Caroline, avez-vous quitté la maison la nuit où Ethan a disparu ?» Elle n'a pas détourné le regard. Quelques secondes de silence, puis elle a répondu brièvement. « Non, nous étions à la maison. » La réponse a sonné de manière régulière, sans pause, sans tentative de se justifier. Selon le protocole, tout semblait clair. Mais Stevens savait déjà qu'à ce moment, elle mentait. Sur son bureau se trouvait une clé USB, l'enregistrement vidéo de la caméra qui avait capté la voiture quittant la maison numéro 112 à 2h17 du matin. Il n'a pas immédiatement montré l'enregistrement. Il a simplement continué la conversation, lui donnant l'occasion de préciser les détails. « Vous vous êtes couché à quelle heure ? » Environ à 23h. Nous étions très fatigués. « Et jusqu'au matin, aucun de vous ne s'est levé ? » « Non, nous avons dormi. » Il a hoché la tête, a fait une note dans le protocole et a inséré la clé USB dans l'ordinateur portable. L'écran a été tourné vers elle. Des secondes de silence. Sur la vidéo, la façade familière de leur maison. Puis, la lumière des phares, un mouvement, une silhouette près de la voiture. Caroline s'est d'abord figée, puis a déplacé son menton, comme si elle n'avait pas immédiatement compris ce qu'elle voyait. « C'est vous ?» demanda calmement Stevens. La pause s'est prolongée. Elle regardait l'écran, mais ne répondait pas. Puis, elle a tourné son regard vers l'enquêteur. « Oui, c'est moi. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. » Sa voix est devenue plus douce, comme si elle demandait déjà de la compréhension. Une seconde, et une nouvelle version est prête. J'évacuais de vieilles poubelles. Nous avions des conteneurs en plastique dans le garage. Je voulais les jeter depuis longtemps. Je ne voulais simplement pas réveiller mon mari, j'ai décidé de le faire la nuit. L'explication sonnait banale, presque plausible. Presque. Mais c'est précisément dans de tels détails que se cache le mensonge. Stevens savait que si une personne ment, elle essaie de rendre son histoire aussi ordinaire que possible, de sorte qu'elle ne suscite pas de questions superflues. Il a enregistré ses paroles dans le protocole, sans commentaire. Après l'interrogatoire, l'officier a appelé la décharge municipale. C'était une simple vérification, une formalité routinière. À l'autre bout, un répartiteur a répondu. Stevens a demandé si, dans la nuit du 13 octobre, on avait pu enregistrer l'entrée d'une Subaru Outback blanche. La réponse est venue immédiatement. Non. La décharge ferme à 18h. Les caméras sont déconnectées. Il n'y a pas de gardien la nuit. C'était le point. La version de Caroline s'est effondrée en un instant. Son histoire sur les poubelles s'était révélée physiquement impossible. Cela signifie qu'elle ment, et pas seulement en cachant un détail. Elle détourne intentionnellement l'enquête. Après la vérification, les enquêteurs sont revenus au rapport. Sur la vidéo, ce même conteneur en plastique, propre, dense, grand,
Et si elle l'évacuait au milieu de la nuit, sans prévenir personne, et si officiellement la décharge était fermée, cela signifie que ce voyage avait un autre but. Le même jour, Stevens a établi une ordonnance d'observation temporaire de la maison des Holdridge. Maintenant, la famille que tout le monde connaissait à Maurice comme exemplaire devenait officiellement l'objet d'une enquête interne. À partir de ce moment, Caroline Holdridge a cessé d'être témoin. Elle est devenue la principale suspecte. Et il ne restait à l'enquête qu'à découvrir où exactement elle était allée cette nuit-là et ce qu'elle avait évacué dans ce conteneur. Lorsque le mandat de perquisition est entré en vigueur, la petite ville de Maurice s'est comme figée. De telles choses ne se produisaient pas ici. La maison des Holdridge, toujours soignée et tranquille, se tenait maintenant entourée de voitures de police. Les voisins observèrent derrière les rideaux, n'osant pas s'approcher. Tout semblait officiel, mais on ressentait que c'était le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Caroline ne résistait pas. Elle a permis d'entrer, n'a pas argumenté, n'a pas posé de questions. À l'extérieur, du calme, à l'intérieur, un détachement froid. Les enquêteurs se déplaçaient assez rapidement, travaillant sur chaque point du mandat. En premier lieu, la voiture. La Subaru Outback blanche, garée près de la maison, semblait parfaitement propre. La carrosserie brillait, comme après un lavage, les roues essuyées jusqu'à briller. Mais c'était précisément cette stérilité qui inquiétait, trop parfait pour une famille où avait récemment eu lieu une disparition. Les officiers ont photographié la voiture sous tous les angles, puis ont ouvert le coffre, à l'intérieur. Exactement ce à quoi tout le monde s'attendait. Ce même conteneur, une boîte en plastique grise avec un couvercle épais, soigneusement placé près du siège arrière. Il ressemblait à un récipient ménager ordinaire, mais sa présence remplissait l'air d'une tension palpable. Les experts en criminalistique l'ont ouvert, et à l'intérieur se trouvait rien. Absolument vide. Pas même une poussière. Les enquêteurs ont vérifié la surface, scanné les parois, le fond, les poignées. Ni saleté, ni taches, ni même de fibres accidentelles. Le plastique semblait neuf. Mais ceux qui travaillaient avec des preuves depuis des années ont immédiatement compris, ce n'était pas un hasard. Un tel résultat ne se produit que lorsque quelqu'un nettoie spécialement la surface. Ils ont vérifié toute la voiture. Les tapis, frais, sans taches, une odeur légère de citron d'un produit nettoyant. La boîte à gants vide. Même dans le compartiment du coffre, tout était nettoyé jusqu'à briller. À première vue, une propreté idéale. En réalité, un vide stérile, parlant plus fort que n'importe quelle preuve. Lorsqu'on a demandé à Caroline pourquoi la voiture avait l'air comme si elle venait d'être traitée, elle m'a répondu brièvement « Je nettoie souvent ». La perquisition s'est poursuivie dans la maison. La cuisine brillait, sur les carreaux il n'y avait même pas de traces de graisse, dans la salle de bain. Une odeur d'eau de javel, et sur les étagères de la buanderie se trouvaient plusieurs bouteilles d'agents blanchissants et de produits désinfectants. La chambre d'éthane, soignée comme si elle était d'exposition. Rien de superflu, pas une seule poussière. Même la fenêtre était lavée jusqu'à la transparence. Les experts en criminalistique ont appliqué du luminol, un réactif qui révèle les traces de liquide biologique sous ultraviolet. La lumière a été éteinte. Quelques secondes, silence et faible scintillement des écrans des appareils. Mais rien. Pas une seule lueur. Le luminol est y resté muet. Ni dans le coffre, ni sur le sol, ni sur les parois du conteneur. Cela semblait presque invraisemblable, comme si ici il ne s'était jamais rien passé de vivant. Le désespoir dans le groupe se faisait sentir, mais le professionnalisme ne permettait pas de s'arrêter. Alors, ils ont décidé d'aller plus loin, vérifier la composition des surfaces. Les prélèvements ont été envoyés au laboratoire. 24 heures plus tard, le rapport est arrivé. Forte concentration de substances chlorées. En fait, tout le plastique et le métal de la voiture étaient imprégnés de résidus de désinfection. Les chimistes ont noté qu'on ne pouvait obtenir cela qu'avec un traitement répété, avec un concentré. C'était devenu le premier signal sérieux. Pas simplement elle nettoyait, elle détruisait des traces. Ce n'était pas un lavage accidentel, c'était un nettoyage ciblé. Lorsque les résultats ont été rapprochés des délais et de l'enregistrement vidéo, tout s'est assemblé. La nuit, l'évacuation du conteneur, le retour et la stérilité. Sur la base du rapport du laboratoire numéro C198, le détective Stevens a rédigé un mémorandum interne. Il y était dit « Sur les surfaces du conteneur et des éléments du compartiment à bagages ont été révélées des traces de réactifs chlorés. La concentration indique des actions préméditées visant à détruire d'éventuelles preuves biologiques. Ce document est devenu décisif. Jusqu'à ce moment, l'enquête ne fonctionnait qu'avec des soupçons indirects, mensonges, contradictions,
comportement étrange. Mais maintenant, dans l'affaire était apparu le premier fait direct. Quelqu'un effaçait consciemment le passé. Après la publication du rapport, le statut de Caroline a officiellement changé. Elle ne figurait plus dans l'affaire en tant que témoin. Maintenant, elle était répertoriée comme principale suspecte. Sa maison avait cessé d'être simplement le lieu de résidence de la famille Holdridge. Elle était devenue une scène sur laquelle, selon toute vraisemblance, on jouait soigneusement l'illusion d'une vie normale. L'enquête comprenait. Si ici tout était nettoyé si soigneusement, cela signifie qu'il y a quelque part un endroit où cette propreté n'est pas arrivée. Et c'est précisément là qu'il devait arriver ensuite, lorsque l'affaire Holdridge a dépassé le cadre d'une simple enquête sur une disparition. Le comportement de Caroline est devenu l'objet d'une attention particulière. Ces jours-là, lorsqu'à Maurice se déroulèrent les recherches, lorsque les bénévoles ratissaient les champs et les plantations forestières, lorsque dans toute la ville on accrochait des annonces avec la photo d'Ethan, elle restait à la maison. Aucun appel public, aucune interview, aucune tentative de se joindre aux recherches. Elle s'est simplement enfermée dans sa cour et, selon les voisins, passait des heures dans le jardin, calmement, tranquillement, avec un sécateur à la main, comme si elle essayait de s'accrocher à l'habituel. Pour la police, cela semblait étrange, pour les citadins, effrayant. Tout le monde autour participait aux recherches, apportait de l'eau, préparait de la nourriture pour les bénévoles, organisait des collectes. Et Caroline, la mère du disparu, semblait vivre en parallèle. Une voisine de la maison d'en face a dit plus tard dans une interview « Elle avait l'air comme si rien ne s'était passé. Elle taillait simplement les buissons, s'asseyait parfois sur la véranda avec une tasse de thé. Ce calme irritait même ceux qui admiraient auparavant son équilibre. L'enquête a mis en place une surveillance. Une caméra installée en face de la maison enregistrait sa vie quotidienne. Aucun effondrement, crise de nerfs, rencontres, tentative de parler à la presse. Seulement des mouvements mesurés dans la cour, des tâches ménagères et parfois des appels qu'elle passait, assise dans la voiture, sans entrer dans la maison, le soir, les rideaux étroitement tirés, la lumière éteinte. On avait l'impression que personne ne vivait à l'intérieur de la maison. Le 3e jour après le début de la surveillance, elle est allée en ville. Un voyage ordinaire, mais l'officier qui menait la filature a noté quelque chose d'étrange. Elle s'est arrêtée à la banque. Là, selon les données officielles, elle a retiré 5 000 $ en espèces. La somme n'était pas énorme, mais pour une femme qui jusqu'alors agissait par des opérations en ligne, cela semblait inhabituel, ni dans les affaires du fonds où elle travaillait auparavant comme bénévole, ni dans les dépenses familiales, de telles transactions en espèces n'avaient pas été enregistrées. Où est allé cet argent? Il n'a pas été possible de l'établir. Aucun reçu, aucun mouvement de fonds après cela n'a été enregistré. L'argent a simplement disparu, tout comme Ethan avait disparu. La version de la panique temporaire ne fonctionnait pas. La panique ne dure pas des semaines, surtout lorsqu'une personne démontre une telle froideur extérieure. Son mari, David, ces jours-là participait activement aux recherches. Il donnait des interviews, remerciait les bénévoles, demandait de ne pas juger sa femme. À la caméra, il disait qu'elle tient le coup comme elle peut, qu'elle a du mal et que chacun réagit différemment. Mais les gens voyaient autre chose. Ils voyaient une femme qui s'était isolée et un homme qui essayait de protéger non pas tant elle, mais l'image habituelle d'une vie normale, se détruisant sous ses yeux. Au fur et à mesure que l'enquête s'approfondissait, la distance entre les époux grandissait. Ils ne parlaient en presque plus. Dans leur maison, on n'entendait plus de pas communs. Elle n'apparaissait pas sur les sites où se déroulaient les recherches et ne répondait pas aux appels de l'enquêteur. Le seul appel sortant enregistré qui a suscité l'intérêt des agents était passé au cabinet d'avocats, Brooks et Associés. L'appel a eu lieu le soir, quelques heures après que les résultats de l'expertise de la voiture soient devenus la propriété de l'enquête. Sa voix, enregistrée sur le répondeur, était calme, presque sans intonation. Elle demandait de rappeler, mentionnant qu'elle avait besoin d'une consultation concernant une affaire liée à une accusation erronée. C'est devenu le dernier élément qui a définitivement formé pour l'enquête le portrait psychologique de la suspecte. Elle ne cherchait pas, ne pleurait pas, ne faisait pas appel au public. Elle se préparait à la défense. Lorsqu'une personne fait de tels pas, ce n'est plus la réaction d'une mère effrayée. C'est le comportement d'une personne qui sait que viendra ensuite l'interrogatoire, l'accusation et, peut-être, le procès. À partir de ce moment, l'enquête a cessé d'être l'histoire d'une disparition. Elle s'est transformée en l'analyse d'un secret soigneusement caché, où chaque détail, chaque petite chose,
Même un relevé bancaire pouvait devenir le fil conduisant à la résolution de ce qui s'était passé cette nuit-là. Après les perquisitions, lorsque la maison des Aldridge semblait déjà être une source épuisée de preuves, l'enquête a fait un autre mouvement. L'expertise numérique. Tout ce qui pouvait stocker des données a été saisi. Téléphone, clé USB, tablette, même une montre connectée. Mais une attention particulière a été portée à l'ordinateur portable de Caroline, celui-là même à partir duquel elle travaillait lorsqu'elle tenait la comptabilité du fonds caritatif et la correspondance avec les habitants de Maurice. Il était posé sur la table du salon, soigneusement fermé, comme s'il attendait simplement qu'on le rouvre. Lorsque les spécialistes du département de criminalistique numérique ont reçu l'appareil, ils ont immédiatement noté « Les dernières actions sur l'ordinateur portable ont été enregistrées le 12 octobre, c'est-à-dire un jour avant l'appel au 911. » Et c'était déjà étrange. Mais ce qui s'est avéré beaucoup plus intéressant, l'historique du navigateur avait été effacé. Pas simplement partiellement, mais complètement. Même le remplissage automatique des champs, supprimé. Cela ne ressemblait pas à un clic accidentel, mais à un effacement conscient des traces. La même chose avait été faite avec la corbeille et les fichiers temporaires. L'analyse technique a montré que le nettoyage avait été effectué manuellement et non par un programme. Quelqu'un savait exactement comment supprimer les traces, de manière à ce que le système n'enregistre pas le journal des actions. Mais les spécialistes savaient aussi comment récupérer ce qui avait été perdu. Le disque dur saisi a été copié dans des conditions de laboratoire et a commencé le processus lent de récupération des données supprimées. Cela a pris presque 2 jours. Lorsque les premiers résultats sont apparus, il est devenu clair. Caroline avait essayé en vain. Le système avait enregistré les balises temporaires des pages mises en cache, et grâce à elles, il a été possible de récupérer l'historique des requêtes de recherche pour plusieurs jours avant la disparition d'Ethan. 10 octobre, requête, hydroxyde de sodium, action sur les tissus. 11 octobre, profondeur de gel du sol au Manitoba. 12 octobre, température de décomposition de la matière organique. En elle-même, ces phrases ressemblaient à quelque chose de scientifique, comme si une personne préparait un rapport ou étudiait la chimie. Mais pour les enquêteurs, elles sonnaient différemment, surtout dans le contexte de ce qui se passait exactement dans la maison des Aldridge. Ensuite, encore pire. Les données récupérées montrèrent des transitions vers des forums et des pages où étaient discutés des moyens de détruire des traces biologiques sur les surfaces. Plusieurs liens menaient à des ressources sur la construction et la géologie, notamment la requête, endroits déserts et carrières abandonnées près de Maurice. On ne pouvait plus expliquer cela par une curiosité accidentelle. Lorsque le détective Stevens a reçu le rapport du laboratoire, il n'a pas immédiatement cru ce qu'il a vu. Il a relu chaque ligne, puis a vérifié les dates avec d'autres événements. Tout correspondait. Les requêtes de recherche étaient apparues 2 à 3 jours avant la disparition d'Ethan, et la dernière avait été faite le soir du 12 octobre, quelques heures avant que la caméra ne capture Caroline avec le conteneur. Cette séquence excluait le hasard. Personne ne cherche la nuit des informations sur la profondeur de gel du sol sans raison. Personne n'efface tout l'historique du navigateur s'il n'y a pas quelque chose qui peut l'incriminer. L'expertise numérique a transformé la supposition en preuve. Maintenant, l'enquête avait non seulement une confirmation physique du nettoyage, mais aussi des recherches documentées qui parlèrent d'elles-mêmes. Lorsque les résultats ont été officiellement ajoutés au dossier sous le numéro D452, au sein du département, il n'y avait plus de doute. Tout indiquait le caractère intentionnel. Caroline n'agissait pas dans la panique, ne commettait pas d'erreur. Elle planifiait. De sang-froid, à l'avance, avec calcul. Après la publication du rapport, Stevens a dit dans une interview « Il arrive qu'un criminel laisse une trace sur les lieux, et il arrive qu'il la laisse dans la mémoire d'un appareil. Et cette trace en dit plus que n'importe quel mot. À partir de ce moment, l'affaire Aldridge a cessé d'être simplement une enquête sur une disparition. Elle est devenue l'étude d'une intention, celle qui naît bien avant le crime, et c'est précisément à cette étape que passait maintenant l'enquête. Après la récupération de l'historique de recherche, l'enquête a décidé d'enregistrer l'avis d'experts. Pour éliminer toute interprétation, des spécialistes ont été impliqués dans l'affaire. Un chimiste indépendant, un pédologue et un profileur de la Gendarmerie royale du Canada. Leur tâche était simple, traduire les termes techniques secs en mots compréhensibles et évaluer leur signification dans le contexte de l'enquête. Lorsque les experts ont pris connaissance des documents, le chimiste s'est exprimé en premier. Il a immédiatement attiré l'attention sur la requête, hydroxyde de sodium action sur les tissus.
Selon lui, cette substance est l'un des alcalis les plus agressifs, dissolvant la matière organique. Dans la vie quotidienne, on l'utilise pour déboucher les tuyaux, mais dans un environnement de laboratoire ou en criminalistique, c'est déjà un outil de destruction du matériel biologique. Il a noté qu'une personne ordinaire s'intéresse rarement à l'action chimique d'un tel composé sur les tissus, sauf dans le contexte d'une expérience ou d'une destruction intentionnelle. Cette explication sonnait avec retenue, mais avait en elle-même une lourde connotation. Ensuite, l'expert en pédologie est intervenu. Son attention a été attirée par les requêtes de recherche sur la profondeur de gel du sol au Manitoba. Il a expliqué que de telles données sont généralement utilisées dans la construction, par exemple, lors de la pose de fondation. Cependant, combinées à d'autres requêtes où figurait la température de décomposition de la matière organique, l'image semblait complètement différente. Cet intérêt, selon lui, indiquait non pas des objectifs domestiques, mais l'étude des conditions naturelles pour la dissimulation à long terme des traces. Il a souligné que la mention d'une région spécifique rendait cet intérêt non accidentel. La personne voulait comprendre dans quelle mesure le sol était capable de cacher des traces à long terme. Lorsque vint le tour du profileur, la conversation prit un autre caractère. Il ne s'intéressait pas au contenu des requêtes, il analysait le comportement. Selon lui, le facteur décisif n'était pas l'information elle-même, mais sa séquence et son timing. La première requête avait été faite 48 heures avant la disparition d'Ethan. La seconde, le lendemain, la troisième, quelques heures avant la nuit où la caméra a capté Caroline avec le conteneur. Cet intervalle temporel, selon le profileur, parle de planification. La personne n'agissait pas sous le coup de l'émotion, ne cherchait pas de solution impulsive. Elle étudiait, comparait, vérifiait, comme si elle se préparait à des actions concrètes. Ensuite, le profileur a noté un autre détail. Toutes les requêtes avaient été faites en mode incognito. Cela témoignait d'une intention de cacher le fait même de la recherche. On n'agit pas ainsi par curiosité, mais par calcul. Il a qualifié cela de comportement typique d'une personnalité qui se rend compte que ses actions peuvent être interprétées comme criminelles et agit donc, dès le départ, dans l'ombre. Ensemble, les trois avis ont formé une image claire. Le chimiste a donné une explication scientifique de la substance. Le pédologue a montré la logique dans le choix de l'endroit. Et le profileur a établi la structure temporelle et comportementale. Tout a convergé en une seule ligne, préparation, plan, exécution. Dans le rapport officiel, signé par l'enquêteur principal et joint au dossier sous le numéro D462, il était indiqué « L'activité de recherche indique une préparation méthodique à la dissimulation des traces d'un crime. » La séquence des requêtes et les marques temporelles confirment que les actions de Caroline Aldridge avaient un caractère conscient et planifié à l'avance, ayant commencé au moins 24 heures avant le dépôt de la déclaration de disparition. Cette formulation est devenue décisive. Après elle, l'enquête a cessé de considérer Caroline comme une personne embrouillée dans ses émotions ou effrayée par les conséquences. À partir de ce moment, elle était considérée comme une personne ayant agi de sang-froid et avec calcul. Maintenant, la tâche était différente. Il fallait non seulement prouver qu'elle cachait quelque chose, mais comprendre. Où se trouvaient-elles les traces de ce qu'elle avait essayé de détruire? L'enquête sortait des limites de la maison, de la voiture et des preuves numériques. Il restait devant elle la recherche de cet endroit précis qu'elle, à en juger par les requêtes, cherchait à l'avance. Lorsque l'enquête est arrivée au point où l'image semblait presque complète, les enquêteurs ont décidé de vérifier s'il n'y avait pas quelque chose qu'il manquait. Toute enquête sérieuse exige que la version devenue principale résiste à l'épreuve des alternatives. C'est ainsi qu'a commencé la révision des données initiales, interrogatoires, traces électroniques, entourage d'Ethan. Tout ce qui pouvait être revérifié a été revérifié. Les camarades de classe ont été à nouveau interrogés. Ces conversations, à première vue, ne promettaient rien de nouveau. Tout le monde avait déjà raconté qu'Ethan était calme, sociable, ne créait pas de conflit. Mais l'un des garçons a soudain mentionné un détail qui a fait tiquer les enquêteurs. Selon lui, Ethan parlait souvent ces dernières semaines d'un « ami du réseau ». Pas d'une connaissance, pas d'un parent, mais précisément d'une personne avec qui il communiquait sur Internet, mais ne montrait la correspondance à personne. Il l'appelait simplement « Ranger ». Cette phrase a immédiatement changé la direction de la recherche. L'enquête a demandé un rapport complet sur sa tablette, qui avait été trouvée dans la maison et était déjà en expertise. L'appareil a été déverrouillé à l'aide d'une copie de sauvegarde du compte, et dans l'un des chats de jeu, ils ont effectivement trouvé une conversation avec un utilisateur sous le pseudo Ranger Sept,
Les dialogues étaient fragmentaires, typiques de la communication en ligne. Des phrases courtes, des discussions sur les jeux, plusieurs messages sans lien apparent. Mais l'un d'eux se démarquait. « On peut se voir si tu veux. Je serai près du terrain derrière l'école vendredi soir. » Vendredi, c'était précisément la nuit du 13 octobre. Le message ressemblait à un fil possible. Les enquêteurs ont pris cela au sérieux. Si la rencontre devait vraiment avoir lieu, alors, peut-être, quelqu'un de l'extérieur était impliqué dans la disparition. Cette version pouvait bouleverser l'affaire et lever les soupçons de Caroline. C'est pourquoi la GRC a envoyé une demande au fournisseur pour tracer l'adresse IP de l'utilisateur Ranger 7. En attendant la réponse, une vérification des caméras autour de l'école et des rues les plus proches a été effectuée. Sur les enregistrements, ils n'ont trouvé aucune voiture suspecte ou personne qui correspondrait au moment approximatif de la rencontre supposée. Mais l'enquête ne s'est pas arrêtée. Le traçage a tout de même montré un résultat. L'adresse IP menait à une ville voisine, à environ 40 km de Morris. Ce jour-là, un groupe d'agents opérationnels s'y est rendu. Ils ont trouvé la maison à laquelle appartenait l'adresse et ont frappé à la porte. Un garçon d'environ 12 ans a ouvert, effrayé, mais ne résistant pas. Ses parents étaient ici dans la maison. Surpris par la visite de la police, ils ont immédiatement autorisé l'inspection de l'équipement. Dans l'ordinateur portable de l'enfant se trouvait effectivement le compte Ranger 7, et dans l'historique du navigateur était conservée cette même correspondance. Bientôt, tout est devenu clair. Le garçon a admis qu'il avait fait connaissance avec Ethan dans un jeu quelques semaines auparavant. Ils communiquaient sur des détails, stratégies, personnages, niveaux. L'idée de se rencontrer était la sienne, mais, selon lui, il avait eu peur quand il avait compris qu'il s'agissait d'une vraie rencontre. Et ce soir-là, il n'était finalement pas venu. Il n'en avait même pas informé. Il avait simplement éteint le téléphone et ne s'était plus connecté au chat. La vérification a confirmé ses paroles. Par le temps d'activité, la géolocalisation et la correspondance du compte, il n'y avait plus de doute. La version de « l'ami secret » s'est effondrée aussi rapidement qu'elle était apparue. Pour l'enquête, cela signifiait une chose. Aucun malfaiteur extérieur ne figurait dans l'histoire. Ni enlèvement, ni complot. Tout revenait à la maison des Aldridge et à la femme qui, depuis le début, se comportait comme si elle en savait plus qu'elle ne disait. Lorsque l'affaire en a été close sur cette ligne, le détective Stevens a noté dans le rapport « La version du contact en ligne est exclue. Les actions d'Ethan ne contiennent aucun signe de préparation à une fugue. Son lien avec l'utilisateur Ranger 7 est reconnu comme accidentel. Cette impasse, semblait-il, n'avait rien apporté, mais sa signification était inverse. Chaque fausse piste, chaque direction réfutée ne faisait que renforcer la version principale. Plus on vérifiait toutes les autres options, plus il devenait évident. Tous les chemins menaient à nouveau à la même personne, Caroline Aldridge. L'enquête revenait à la ligne initiale, mais maintenant sans doute et sans théorie de secours. Tout ce qui restait, trouver les preuves de ce qu'il était advenu d'Ethan. Lorsque l'enquête s'est assurée qu'il n'y avait plus de suspects extérieurs, l'attention est revenue sur elle. Et c'est alors que les enquêteurs ont décidé pour la première fois de regarder Caroline non pas comme la belle-mère du garçon disparu, mais comme une personne avec sa propre biographie, son passé et, peut-être, ces moments dont elle aurait préféré se taire. À première vue, son histoire semblait impeccable. Une femme avec une formation universitaire, elle enseignait l'art, participait à des programmes caritatifs, avait déménagé de Winnipeg à Morris avec son mari, où ils avaient ouvert un fonds d'aide aux nécessiteux. Mais plus les enquêteurs creusaient, plus des fissures apparaissaient dans cette image parfaite. Une demande officielle a été adressée aux archives des services sociaux de Winnipeg. On s'attendait à ce qu'il n'y ait rien d'inhabituel, au maximum des enregistrements sur des initiatives caritatives. Cependant, la réponse du département est arrivée avec 2 documents joints, marqués du sceau « confidentiel ». C'étaient des signalements arrivés au service de protection en 2018 et 2020. Des appels anonymes, les 2 de la même adresse où vivait alors Caroline. Le premier message a été enregistré tard dans la soirée, le 11 mars 2018. Une femme en ligne signalait que, de l'appartement voisin, provenaient des cris de femmes forts et des pleurs prolongés. Le second est arrivé 2 ans plus tard, en janvier 2020. Alors, l'appelant parlait déjà de disputes nocturnes régulières et de cris ressemblant à des demandes d'aide. Dans les 2 cas, des employés du service s'étaient rendus sur place, mais après vérification, les dossiers étaient indéclos. La formulation était la même. Aucun signe de menace pour la vie ou d'impact physique n'a été trouvé. Pour les policiers, ces enregistrements sont devenus un détail important.
Pas une preuve, mais un contexte. Il montrait que derrière la façade d'une femme calme et composée, quelque chose se passait déjà avant. Des explosions émotionnelles, des scandales, peut-être une tension interne qui ne s'échappait pas à l'extérieur sous forme publique, mais existait. Après cela, l'enquête a décidé de vérifier d'autres aspects de sa vie également. Un analyste financier de la GRC a été impliqué dans l'affaire. On lui a confié la tâche de suivre l'historique des paiements de Caroline avant son mariage avec David Aldridge. Les résultats se sont révélés inattendus. 1 an avant le mariage, elle avait plusieurs prêts impayés. Le montant total dépassait 40 000 $. Une partie des dettes était liée à une tentative échouée d'ouvrir un studio de cours artistique. Une partie à des emprunts personnels. Après le mariage, toutes les dettes avaient été remboursées. Les paiements étaient biopassés du compte professionnel de David Aldridge. Dans le rapport de l'expert financier est apparue une ligne laconique mais lourde de sens. La dépendance matérielle est établie. Le niveau de contrôle sur le budget familial, minimal. Et cette phrase expliquait beaucoup. Maintenant, l'enquête voyait non seulement une femme qui s'était embrouillée, mais une personne qui avait déjà une expérience de la pression, de la perte de contrôle et de la dépendance financière. Pour Caroline, son nouveau mariage était devenu non seulement une nouvelle vie, mais une possibilité d'effacer l'ancienne. Tout ce qui pouvait rappeler les échecs passés, dettes, scandales, dépendance, provoquait chez elle de l'irritation et de la peur. Et si quelqu'un dans cette nouvelle vie l'empêchait de maintenir l'image parfaite, elle voyait probablement en cela une menace. Les informations d'archives collectées n'ont pas donné de preuves directes de culpabilité, mais ont changé la perception de la figure de Caroline. Maintenant, son image a cessé d'être l'héroïne accidentelle d'une tragédie. Devant l'enquête se tenait une personne avec des schémas stables, dissimulation, contrôle et conflit interne entre le bien-être extérieur et le chaos intérieur. Lorsque ces matériaux ont été placés dans le dossier, l'affaire Aldridge a cessé d'être simplement l'enquête sur un crime. Elle s'est transformée en portrait, en histoire sur la façon dont on peut soigneusement construire une vie parfaite, jusqu'à ce qu'une erreur expose tout ce qui a été caché pendant des années sous la surface. L'enquête a décidé d'aller plus loin, vers la vérification du dernier maillon de cette chaîne, le fonds financier que dirigeait Caroline. Là, selon l'avis des enquêteurs, pouvaient en se trouver les vraies réponses. Caroline Aldridge était à nouveau assise en face des enquêteurs. Une petite salle d'interrogatoire, une lumière uniforme de lampe, un silence dans lequel on entend le climatiseur fonctionner. Tout semblait comme il se doit, dans les dernières minutes avant l'accusation officielle. Sur la table, un dossier avec des preuves, des photographies imprimées, une tablette, une clé USB avec une copie de son historique de recherche, des protocoles d'appel. Son avocat, un homme sévère à lunettes, était assis à côté, ne la regardant presque pas. Il savait qu'aujourd'hui elle pourrait dire trop, et chaque mot serait enregistré. L'interrogatoire a commencé sans préambule. L'enquêteur William Stevens a ouvert le dossier, l'a regardé et a prononcé de manière régulière, sans pression, mais avec la fermeté d'une personne qui ne cherche plus. « Caroline, aujourd'hui nous voulons que vous nous aidiez à comprendre pourquoi vous avez supprimé l'historique du navigateur dans la nuit du 13 au 14 octobre. » Elle a légèrement haussé les épaules. « Ce n'est pas moi. Ethan utilisait l'ordinateur. Je ne savais même pas qu'il avait supprimé quelque chose. » Stevens a hoché la tête. Sur la table s'est posé un imprimé avec des marques de temps et des connexions au compte. La session de suppression a commencé à 2h41. À ce moment-là, selon les déclarations de votre mari, vous étiez seul à la maison. Ethan dormait déjà. Caroline a regardé sur le côté. Ses lèvres ont tremblé, mais elle a rapidement retrouvé son calme. Peut-être que c'est automatique. L'ordinateur nettoyait parfois l'historique tout seul. L'enquêteur n'a pas répondu. Il a simplement tourné la page et a montré la liste des requêtes de recherche. Substances chimiques, température du sol, endroit désert près de Maurice. Expliquez pourquoi vous en aviez besoin. Elle a tenu une pause et a prononcé doucement. C'était un projet pour l'école. J'aidais Ethan avec un travail scientifique. Nous étudions la composition du sol. Stevens la regardait en silence. Puis, il a sorti du dossier une autre feuille. Nous avons contacté son professeur. Un tel projet n'existait pas. Un silence s'est installé. Elle a détourné le regard, comme si elle essayait de se concentrer sur n'importe quoi, sauf sur ses yeux. Son avocat a légèrement touché sa main sous la table, lui rappelant « ne rien dire de superflu ». Mais elle a quand même essayé. Peut-être qu'il le faisait lui-même, je ne savais pas. Stevens a fermé l'imprimé. Il est passé au sujet suivant, les appels aux services sociaux.
En 2018 et 2020 ont été enregistrés des signalements anonymes depuis votre ancienne adresse. Pouvez-vous expliquer ce qui se passait alors? C'est un mensonge, a-t-elle répondu, maintenant avec une nuance d'irritation. David et moi ne nous sommes jamais disputés. Les voisins ont probablement décidé de se plaindre par jalousie. Ils se mêlaient toujours de tout. L'enquêteur n'a rien commenté. Il a simplement fait une note dans son carnet et est passé plus loin. Lorsque la conversation est arrivée à ses dettes avant le mariage, Caroline s'est tue. Une seule fois, elle a levé les yeux et a dit brièvement « Cela n'a aucun rapport avec l'affaire ». Mais Stevens voyait comment sa posture avait changé, comment elle serrait les mains sur ses genoux. Tout ce qui pouvait lui retirer le sol sous les pieds le faisait. À la fin de la 5e heure d'interrogatoire, sa voix est devenue sourde. Chaque nouvelle preuve sonnait comme un pas sur un escalier menant vers le bas, vers le point où le déni ne sauve plus. L'avocat n'intervenait pas. Il observait simplement comment elle perdait son sang-froid. Lorsque Stevens a finalement mis de côté les documents et a prononcé « Caroline, où se trouve Ethan maintenant ?» Elle l'a regardé sans expression. Cette question n'était pas inattendue. Elle savait qu'elle serait posée. Elle savait. Et, apparemment, avait décidé à l'avance ce qu'elle ferait. Son avocat a dit doucement « Nous ne répondrons plus aux questions. » Après cela, elle a fait la baisser les yeux et n'a plus prononcé un mot. Dans la pièce régnait un silence, lourd, expectatif. L'enquêteur a compris qu'il s'arrêtait là. Il n'y aurait pas d'aveu. Lorsqu'elle est sortie, la lumière de la caméra continuait de briller. Ses pas sonnaient sourdement, comme sur l'eau. L'interrogatoire avait duré 6 heures. Sur la table restait une mince pile de papiers, preuves, protocoles, listes de faits, chacun d'entre eux pointant vers elle. L'enquête avait maintenant tout. Mobile, préparation, mensonges, traces de nettoyage, preuves numériques. Il ne manquait qu'une chose, ce qui complète n'importe quelle histoire similaire. Mais cela n'a pas arrêté l'enquête. Au contraire, l'absence d'aveu est devenue un catalyseur. Maintenant, toute l'attention de l'enquête était concentrée sur la recherche de la confirmation de ce qu'elle ne disait pas obstinément à voix haute. Lorsqu'il semblait que l'enquête avait extrait tout ce qui était possible de cette affaire, au laboratoire de la GRC, ils ont décidé de faire une tentative de plus. Officiellement, juste une précision dans le rapport, une vérification supplémentaire sur un objet déjà clos. Mais c'est précisément de telles décisions qui deviennent souvent décisives. Une nouvelle expertise a été programmée sur ce même conteneur en plastique saisi du coffre de la voiture de Caroline. La première analyse n'avait rien donné. Le conteneur était parfaitement nettoyé. Aucune trace de sang, ni fibres, ni particules biologiques. À l'époque, il semblait qu'elle avait vraiment tout prévu. Mais au cours des mois écoulés, le laboratoire avait reçu de nouveaux réactifs, des substances capables de révéler des traces qui n'étaient pas détectées par les méthodes standards. L'un des criminologues, spécialiste des microtraces, a insisté. Il faut essayer, même si la chance était minime. Le conteneur a été livré dans une pièce stérile. Cette fois, l'étude a été décidée non seulement sur les parois intérieures, comme auparavant, mais en détail au microscope, vérifiant chaque joint, chaque saillie. Une attention particulière a été portée par l'expert au couvercle, celui-là même, avec un joint en silicone épais qui créait l'étanchéité. Sous la lumière ultraviolette, sur le bord, ils ont remarqué une teinte à peine perceptible, faible mais inhabituelle. En enlevant le joint, l'expert a trouvé dessous une fibre minuscule, la plus fine, de couleur bleue, presque invisible à l'œil. Elle était coincée entre le plastique et le caoutchouc, visiblement lors de la fermeture du couvercle. Au début, on n'y a pas attaché d'importance. De telles microparticules peuvent arriver de n'importe où, mais l'habitude de tout vérifier a joué son rôle. La fibre a été envoyée à l'analyse. Au microscope, elle a aussi montré une structure de tissu synthétique avec des particules de coton. La première chose qui s'est venue à l'esprit des criminologues, un pyjama ou des vêtements d'intérieur. Les experts ont alors comparé l'échantillon trouvé avec les fibres de la chambre d'Ethan, où avaient été saisies ces affaires auparavant. Au laboratoire, ils ont effectué une analyse spectrale. Le résultat correspondait par structure et nuances de colorant. C'était la même fibre. Après cela a suivi l'étape suivante, moléculaire. De la fibre, ils ont réussi à extraire des microparticules de peau. Elles ont été envoyées pour analyse ADN. La procédure a pris plusieurs jours. Le rapport est arrivé le 19 janvier, à 10h47 du matin. La formulation laconique, sous laquelle se trouvaient les signatures de 3 experts, disait « La fibre découverte sous le joint du conteneur est identique au matériau du pyjama saisi de la chambre d'Ethan Aldridge. Sur elle ont été découvertes des traces d'ADN appartenant à Ethan Aldridge.
C'était ce moment où tout était devenu définitivement clair. Le conteneur dans lequel, selon les mots de Caroline, elle transportait des déchets, contenait un lien direct avec la personne qu'elle appelait son beau-fils. Le nettoyage chimique avait détruit tout, sauf un détail microscopique coincé entre le plastique et le caoutchouc. Et c'est précisément lui qui a fait passer l'affaire de la catégorie des suppositions à celle du crime prouvé. L'enquêteur Stevens dira plus tard dans le rapport « Cette preuve est devenue le moment d'irréversibilité ». À partir de ce jour, l'enquête est passée de la phase de suspicion à la phase d'accusation. Le conteneur, devenu symbole de l'énigme, s'était maintenant transformé en réponse matérielle. Tout ce qui jusqu'alors semblait être des conjectures et des interprétations avait acquis une forme solide, documentée. La précision scientifique avait remplacé les versions émotionnelles, et sous la couche de produits nettoyants se cachait la vérité que Caroline n'avait pas pu effacer. Cette percée a changé le cours de toute l'affaire. Maintenant, l'enquête avait non seulement un soupçon, mais une preuve directe, matérielle du lien entre Caroline et la disparition d'Ethan. Et à partir de ce moment, toute l'attention de la GRC s'est concentrée sur une chose, où elle s'était débarrassée de ce qui se trouvait dans le conteneur cette nuit-là. Lorsque Caroline Aldridge est entrée pour la dernière fois dans la salle d'interrogatoire, tout autour semblait avoir déjà perdu sa couleur. Il n'y avait pas la nervosité habituelle, il n'y avait même pas le regard habituel de l'enquêteur dans lequel on lit généralement une légère compassion, celle-là même qui apparaît chez ceux qui ne sont pas encore sûrs, mais espèrent quand même entendre la vérité. Ici, il n'y avait plus de place pour l'espoir, seulement le silence, une lumière uniforme de lampe et le crissement des papiers lorsque sur la table s'est posé un nouveau dossier avec la mention « expertise supplémentaire ». L'enquêteur Stevens était assis en face, mais déjà sans la vigilance précédente. Son visage était calme, comme celui d'une personne qui a fait tout ce qu'elle pouvait. À côté, le procureur du district, un homme âgé au regard fatigué, et l'avocat de Caroline, qui avait l'air comme si les dernières semaines avaient extrait tout de lui. Il n'essayait plus d'avoir l'air confiant. Au contraire, comme s'il s'était résigné à l'avance à l'issue, comprenant qu'il n'y aurait pas de débat devant, mais une constatation. Le dossier a été posé devant Caroline. Elle ne se pressait pas de l'ouvrir. Quelques secondes, elle l'a simplement regardé, comme quelque chose qui peut changer la réalité, mais ne changera pas son destin. Puis elle l'a ouvert, a lentement feuilleté quelques pages. Les yeux ont glissé sur les phrases techniques. Analyse d'échantillons, identification spectrale, profil ADN confirmé. Et enfin, la 3e page, le nom. Celui-là même qui, malgré toutes les tentatives de déni, la suivait comme une ombre ces derniers mois. Ethan Aldridge. Elle a expiré, sans émotion, sans larmes. Juste une courte inspiration lourde, comme si toute l'air était sorti de sa poitrine. « Voulez-vous ajouter quelque chose à vos déclarations » demanda Stevens sans changer d'intonation. Caroline a baissé les yeux. Ses doigts, posés sur la table, n'ont pas tremblé. « C'est une erreur. Je n'ai rien fait », a-t-elle prononcé doucement. Plus, rien. Ni tentative de se justifier, ni indignation, ni même d'irritation. Juste un déni froid et détaché. Lorsque le procureur a commencé à lire des extraits du rapport sur les microparticules, sur la correspondance de la fibre, sur le fait que ce qui avait été trouvé sous le joint ne pouvait pas être apporté accidentellement, elle n'a pas levé les yeux. Une seule fois ses pupilles ont tremblé lorsque a résonné la phrase « haute probabilité de contact direct avec l'objet ». Mais même alors, elle n'a pas dit un mot. L'avocat, assis à côté, essayait de capter son regard, comme pour lui rappeler « il faut tenir bon, ne pas réagir, tout peut être contesté au tribunal ». Mais elle, semble-t-il, n'écoutait déjà plus. Son monde intérieur était fermé de l'intérieur, comme une maison où la lumière est éteinte. L'enquête comprenait, il n'y aurait pas d'aveu. Et pourtant, chaque personne dans la pièce ressentait qu'il n'était plus nécessaire. La chaîne logique ne nécessitait plus de mots. Les données numériques, la chimie, la criminalistique, le comportement, tout correspondait. Une semaine après la présentation de la nouvelle preuve, le parquet du Manitoba a achevé la formation du paquet d'accusations. Les matériaux de l'affaire ont occupé 3 épais dossiers. Dans le premier, les preuves. Dans le second, les protocoles d'interrogatoire et d'expertise. Dans le troisième, les documents d'accompagnement, y compris la conclusion du procureur. La formulation de l'accusation était extrêmement précise et sans émotion. Sur la base des preuves collectées et des conclusions des experts judiciaires, la citoyenne Caroline Aldridge est reconnue comme personne à l'égard de laquelle il existe des motifs suffisants de croire qu'elle aura commis un acte criminel,
privation intentionnelle de vie d'Ethan Holdridge, accompagnée de la dissimulation des traces et de la destruction des preuves. Le procureur a souligné dans le rapport que les actions de la suspecte portaient un caractère séquentiel et réfléchi, excluant la probabilité d'un affect. Dans les matériaux était indiqué en détail: la préparation à la dissimulation a commencé à l'avance, ce qui est confirmé par l'activité de recherche sur le réseau. Et le traitement chimique du conteneur témoigne de l'intention d'éliminer les preuves physiques. L'affaire a été transmise au tribunal de la province du Manitoba. Sur la couverture figurait le numéro 77 B451, celui-là même qui était apparu pour la première fois dans le rapport de police 3 mois auparavant, lorsque David Holdridge avait appelé le 911 et signalé la disparition d'Ethan. Seulement maintenant, ce numéro signifiait déjà autre chose: la fin de l'enquête et le début de l'histoire judiciaire. Le 14 février 2023, Caroline Holdridge s'est vue officiellement présenter l'accusation de meurtre au 2e degré. Ce jour-là, dans le bâtiment du tribunal de district de Morris, régnait un silence particulier, comme si la ville savait qu'il se passait quelque chose d'irréversible. Les journalistes se tenaient à l'entrée, mais Caroline n'apparaissait pas devant les caméras. Elle était restée amenée par l'entrée latérale, accompagnée de gardes. Sur les images filmées par les reporters locaux, elle avait toujours l'air de la même manière, composée, presque sans vie. Ni peur, ni repentir. Seulement un silence intérieur complet. À cette étape, le travail de l'enquête était terminé. Maintenant, l'histoire passait entre les mains du tribunal. Tout ce qui jusqu'alors avait été collecté grain par grain, documents, analyses, témoignages, traces numériques, devait se transformer en dossier judiciaire. Chaque mot, chaque photographie, chaque expertise deviendrait l'objet d'un débat entre l'accusation et la défense. L'enquêteur Stevens a écrit brièvement dans son rapport « Nous avons trouvé tout, sauf l'aveu. Mais l'aveu n'est pas la seule preuve de culpabilité. Parfois, le silence parle plus fort que n'importe quel mot. Ainsi s'est terminée une étape, la policière, et en a commencé une autre, la judiciaire, où on ne pose plus de questions, mais où on construit la vérité selon les règles de la loi, et où l'histoire de Caroline Holdridge devait arriver à sa fin logique, non dans des rapports, mais sous serment, devant des jurés, sous le son du marteau en bois. La salle d'audience était pleine, ni cris, ni émotion, seulement une lumière uniforme et le froissement des papiers. Le procureur s'est levé et a prononcé calmement « Reconstitution des événements de la nuit du 13 au 14 octobre, basée sur les données de l'enquête, les expertises et les témoignages des témoins. » C'était ce moment où tout ce qui était dispersé, collecté pendant des mois, recherches, preuves, rapports techniques, vidéos des caméras, s'assemblait en une seule chaîne chronologiquement précise. Selon la version de l'accusation, tout a commencé vers 20 heures. Une voisine de la maison d'en face a entendu des voix étouffées, une dispute, comme pas forte, mais tendue. En même temps, dans le téléphone de Caroline a été enregistré un pic brutal d'activité, plusieurs requêtes rapides dans la recherche concernant la suppression de traces biologiques et de moyens chimiques. Après 20h30, la connexion s'interrompt. Les enquêteurs estiment que c'est précisément dans cet intervalle qu'a eu lieu l'événement clé. À 21h, un appel arrive à la police de David Holdridge. Il signale qu'Ethan a disparu. Plus tard, l'enquête établira qu'à ce moment, Caroline se trouvait à la maison et l'aidait à rédiger la déclaration. Le procureur appelle cet appel un élément préalablement réfléchi, une partie d'un faux alibi. Les caméras du supermarché enregistrent David à la caisse au même moment, ce qui le met hors de suspicion, mais confirme que quelqu'un d'autre dans la maison continuait d'agir. De 21h30 à environ 1h30 du matin, selon les experts, se déroulait le nettoyage des locaux. Sur le sol de la cuisine et dans la buanderie ont été trouvées des micro-traces de substances caustiques, similaires par composition à celles que Caroline avait achetées une semaine avant l'incident, dans la poubelle, des restes de gants, des serviettes coupées avec de l'eau de javel, des traces de liquide utilisées pour déboucher les tuyaux. C'est précisément pendant cette période, estiment les criminologues, que Caroline a mis la maison dans un ordre parfait, détruisant pratiquement tout ce qui pouvait indiquer des traces de lutte. À 2h17, la caméra de surveillance à la sortie de la ville enregistre la voiture des Holdridge. La voiture se déplace en direction de l'autoroute 59. Sur le siège arrière, un conteneur en plastique, celui-là même, saisi plus tard par la police. Par le temps correspond aussi la lueur caractéristique des phares, sur la caméra d'un autre point de surveillance. Cela a permis de reconstituer l'itinéraire. Elle roulait par la route de contournement,
puis a tourné en direction de l'ancienne carrière. De 2h45 à environ 3h15, selon les calculs de l'enquête, elle se trouve dans un lieu non établi. C'est précisément cet intervalle de temps qui est resté le seul vide dans la chronologie. La voiture revient en ville à 3h32. Sur les images, le même conteneur, mais le couvercle est déjà enlevé. Le procureur énumère tout cela sans émotion, presque mécaniquement, mais chaque point sonne comme un coup séparé. De ces données se forme une séquence claire, implacable. Conflit, appel, nettoyage, évacuation. Toute la nuit se transforme en chaîne froide d'actions logiques, derrière lesquelles il n'y a ni hasard, ni impulsion, seulement la méthodologie. Et pourtant reste un vide, le lieu où s'est terminé le chemin, il n'a jamais été trouvé. Cela s'explique simplement. Caroline avait laissé son téléphone à la maison. Ni GPS, ni données de réseau cellulaire, ni traceur dans la voiture. Chaque mouvement était pensé à l'avance, comme si elle savait que c'était précisément cela qui deviendrait le seul moyen de couper la piste. Le procureur termine la reconstitution par une phrase courte. « Nous n'avons pas trouvé les restes, mais nous avons trouvé suffisamment pour établir le fait du crime. » Cette reconstitution est devenue l'élément clé de l'accusation. Le tribunal l'a accepté comme base pour les audiences. Et maintenant, lorsque les preuves s'étaient assemblées en une image unique, il restait le dernier point. Vérifier si elles supporteraient l'épreuve des jurés. Le procès a commencé calmement, presque banalement, sans bruit et sans sensation. Mais derrière cette apparence ordinaire se faisait sentir une tension qu'il était impossible de cacher. Dans la salle régnait un silence, comme si chaque personne présente comprenait. Maintenant se décide non seulement le destin de Caroline Aldridge, mais la réponse à la question qui tourmentait la ville pendant un an entier. Peut-on condamner pour meurtre si la personne elle-même n'a jamais été retrouvée? La défense, dès les premières minutes, a construit une ligne simple mais efficace. Pas de corps, pas d'affaire. L'avocat, jeune mais confiant, répétait cela presque comme un mantra. Il s'adressait aux jurés calmement, presque confidentiellement, comme s'il expliquait non pas une subtilité juridique, mais une logique de vie. Il disait « Les preuves sont indirectes. Tout repose sur des suppositions, sur des conjectures, sur l'interprétation de la chimie et des traces numériques. Mais pas sur des faits confirmés corporellement. » Et à un certain moment, il semblait que son argument fonctionnait. Plusieurs jurés ont effectivement commencé à échanger des regards, mais l'accusation était préparée à cela. Le procureur s'est levé et a parlé de manière régulière, retenue, mais avec une pression interne qui se ressentait dans chaque mot. Il n'élevait pas la voix, ne gesticulait pas, simplement, séquentiellement, presque mathématiquement, il assemblait devant les jurés une chaîne de preuves. Il ne débattait pas avec la défense. Il montrait simplement que l'absence de corps ne signifie pas l'absence de crime. Chaque preuve est un maillon, a-t-il dit, faisant une pause après chaque phrase. Séparément, elles sont faibles, mais ensemble, c'est une chaîne. Et cette chaîne lie l'accusé au crime plus solidement que n'importe quels aveux. Les traces numériques, les expertises chimiques, les incohérences comportementales, la tentative de nettoyer la maison, les faux témoignages, les traces de fibres, tout cela ne sont pas des coïncidences. C'est un système. Et le système parle toujours plus fort que les émotions. Dans la salle régnait un tel silence qu'on entendait quelqu'un faire tomber un stylo. Le procureur a continué, passant à la concrétisation. À l'écran ont été affichées les photographies du conteneur, le rapport sur l'ADN, les données sur l'itinéraire de la voiture, les marques temporelles du navigateur. Tout cela se transformait en images vivantes, implacables. Les moments clés du procès sont devenus les témoignages des experts judiciaires. L'un après l'autre sont intervenus des criminologues, des chimistes, des analystes informatiques. Ils ne jouaient pas sur les émotions, seulement des faits. L'expert en données numériques a montré les journaux temporels du navigateur, a expliqué comment et quand les fichiers avaient été supprimés. Le chimiste judiciaire a décrit en détail la composition des réactifs trouvés dans la maison des Aldridge et a indiqué la correspondance de leur profil chimique avec ce qui avait été découvert dans le conteneur. Et puis est sorti le spécialiste des microfibres, précisément celui qui avait trouvé le fil bleu sous le joint du couvercle. Sa conclusion est devenue décisive. L'ADN sur la fibre est identique. Ce n'est pas un hasard, pas une erreur statistique. C'est une preuve physique de contact, et elle exclut toute version alternative des événements. Après cela, les paroles de la défense sonnaient déjà différemment. L'avocat essayait d'objecter, parlait de violation de procédure, de perte de la chaîne de conservation des preuves, de possibilité de substitution d'échantillons.
Mais tout cela se noyait dans l'évidence générale. L'enquête avait été menée impeccablement. La délibération des jurés a duré 12 heures, toute la journée, puis la nuit. Les journaux écrivaient que de la salle de délibération, on avait sorti plusieurs fois de l'eau et du café. Les reporters attendaient sur les marches du tribunal jusqu'au matin. À 9 heures du matin, le jour suivant, le président du jury est revenu dans la salle. Tous se sont levés. Nous reconnaissons Caroline Aldridge coupable de meurtre au 2e degré. Dans la salle a retenti un murmure, ressemblant à une expiration. Le juge a hoché la tête, a remercié les jurés et, après avoir lu le verdict, a prononcé « emprisonnement à perpétuité avec droit à une libération conditionnelle après 15 ans ». Caroline écoutait tout debout, sans prononcer un mot. Le visage restait immobile, comme si elle était spectatrice et non participante. Lorsqu'elle a été sortie de la salle, elle s'est retournée une seule fois vers le procureur, mais pas avec haine, plutôt avec une compréhension tranquille que le jeu était terminé. Ainsi s'est terminé le procès de l'affaire Aldridge, l'un des procès les plus discutés de l'histoire du Manitoba. Le tribunal a reconnu la culpabilité sans aveu et a prononcé un verdict sans corps retrouvé. Et c'est précisément en cela la force froide et effrayante de cette affaire. Même le silence s'est révélé ne pas être un salut, mais une preuve. Après le procès, la vie de tous ceux qui avaient été liés d'une manière ou d'une autre à l'affaire Aldridge a changé irréversiblement. Dans la salle, où le verdict avait déjà été prononcé, l'air semblait avoir perdu sa densité. David se tenait immobile, serrant dans ses mains l'alliance qu'il n'avait pas remise après l'arrestation de Caroline. Quelques jours plus tard, il a déposé une demande de divorce, sans commentaire, sans déclaration publique. Il a simplement disparu. La maison à Maurice a été vendue presque immédiatement. Les nouveaux propriétaires ne sont pas restés. On dit qu'il y régnait une étrange silence, comme si la maison ne voulait pas accepter d'étrangers. David est parti. On l'a vu pour la dernière fois à une station-service à la sortie de Winnipeg, puis la piste se perd. Certains affirmaient qu'il avait déménagé chez des parents en Ontario, d'autres qu'il était parti aux États-Unis. Mais une chose est sûre, il n'est jamais revenu à Maurice. Il n'est pas apparu aux anniversaires, n'a pas répondu aux lettres, n'a pas contacté la presse. Comme s'il essayait d'effacer non seulement l'adresse, mais la mémoire même de sa vie passée et la ville. Maurice n'a pas pu se remettre pendant longtemps. Les petites villes vivent de rumeurs, mais dans ce cas, même les rumeurs sonnaient étouffées. Les gens ne se concertaient pas, mais semblaient simultanément avoir cessé de prononcer son nom. Caroline était devenue le symbole de ce qui peut se cacher derrière la façade du bien-être, derrière une pelouse soignée et des photos de famille sur le réfrigérateur. Dans les écoles, les enseignants évitaient encore longtemps le sujet de la violence familiale, mais c'est précisément après ce cas qu'était apparu dans le district de nouvelles instructions pour les services sociaux et un programme de réaction précoce. Les voisins, qui auparavant les appelaient une famille parfaite, ont décidé d'agir autrement. Ils ont collecté de l'argent et créé un petit fonds caritatif, Mémoire d'Ethan. L'objectif du fonds est simple, aide aux jeunes dans des situations domestiques difficiles. L'organisation est modeste, mais presque toute la province en a connaissance. Sa curatrice, une ancienne psychologue scolaire, racontait que le fonds existe non pas par désir de pardonner, mais par désir d'empêcher la répétition. 6 mois après le procès, dans le parc municipal est apparue une pierre commémorative. Sur elle, il n'y a ni photo ni date, seulement une courte inscription. Que la lumière de ceux que nous aimons ne s'éteigne pas. Les gens y apportent des jouets, des notes, des fleurs. Surtout en automne, lorsque les feuilles tombées rendent la pierre presque invisible, mais de ce fait, elle semble encore plus silencieuse et chaleureuse. Caroline purge sa peine dans l'établissement correctionnel pour femmes de Sainte-Marie. Au début, elle se comportait de manière renfermée, ne participait pas aux conversations, n'allait pas aux occupations de groupe. Plusieurs fois, elle a essayé de déposer un appel. Tous ont été rejetés. Dans les lettres que les journalistes recevaient par l'intermédiaire de l'avocat, elle continuait d'affirmer qu'elle n'était pas coupable. Plus d'une fois, on lui a demandé où se trouvait Ethan. Elle répondait invariablement la même chose. « Je ne sais rien ». Des années plus tard, ses paroles sonnent toujours aussi froidement. Personne ne croit en leur sincérité, mais c'est précisément cette obstination dans le silence qui est devenue le dernier secret de l'affaire Aldridge. Elle est condamnée, punie, mais n'a pas révélé l'essentiel. Et par cela, elle semble avoir gardé le dernier mot. Aujourd'hui, l'histoire de Caroline et Ethan n'est pas simplement une affaire criminelle. C'est un exemple de la façon dont l'indifférence humaine, le non-dit et le repli sur soi peuvent mener à la tragédie.
C'est l'histoire de la façon dont le mal ne crie pas toujours. Parfois il parle à voix basse, avec un sourire, dans la cuisine, où brûle une douce lumière. Et quelque part à Maurice, dans une rue tranquille près de la rivière, l'ancienne maison des Holdridge se dresse toujours vide. Les fenêtres sont barricadées, l'herbe a poussé plus haut que le seuil, et seuls de rares passants jettent un regard à l'enseigne écaillée près du portail. On dit que le soir, on y entend grincer la porte de la cave, mais peut-être est-ce simplement le vent. Les histoires comme celle-ci ne partent pas, elles restent comme un écho.